de l'éthique et de l'intégrité de la recherche. Je commence par un éditorial du British Medical Journal. Donc, pour ceux qui n'appartiennent pas à des disciplines scientifiques, c'est un des 4 journaux médicaux les plus importants du monde, le plus lu du monde. Et il y a un article d'opinion, un éditorial, plus ou moins publié le 12 mai de 2020, où ce professeur lance une alarme. Attention, on est en train de gaspiller plein de ressources dans la recherche pour le Covid-19. Et certains problèmes qu'on connaissait déjà se représentent, mais à une échelle massive. Donc, vous vous rappelez, les pandémies commencent plus ou moins en janvier l'année passée, même si après, ça a été déclaré autant que pandémie un peu plus tard. Donc, la pandémie commence est déclarée au mois de mars, et au mois de mai, il y avait déjà plus que 1000 essais cliniques en cours pour le Covid. Donc, cela, c'est une rapidité jamais vue dans le développement d'un plan de recherche avec vraiment plein d'activités. Ici, on parle seulement d'essais cliniques qui testent des médicaments qui testent des médicaments ou des vaccins pour cette nouvelle maladie. Et alors, les auteurs se demandent, mais est-ce que toutes ces études sont en train de produire de l'information fiable? Et ils remarquent qu'il y avait, et je parle du mois de mai de l'année passée, une extrême fragmentation des études. Malgré le lancement par l'OMS, par l'Université d'Oxford, et je pense aussi par un groupe français, des grandes études multicentriques qui ont la possibilité d'avoir une taille d'échantillon très importante et de produire des résultats costauds. Là, on a une fragmentation des financements et donc plein de petites études cliniques qui apparaissent ici et par là, souvent avec un petit échantillon, moins de 100 participants, souvent sans des groupes de contrôle, donc avec une méthodologie qui n'est pas rigoureuse et avec un risque de mettre des patients dans des expériments sans une possibilité de produire quelque chose de... Je n'ai pas pu traduire ça. Il dit merely adding to the COVID-19 noise. Donc, un peu, c'est des petites études qui rajoutent quelque chose à aux rumeurs de fond de la recherche, mais sans aider à faire avancer les connaissances. Pourquoi? Peut-être aussi à cause de la fragmentation des financements, pour courir derrière de petits financements. Un deuxième point que ce groupe de chercheurs constate est que d'un côté, il y avait à ce moment-là plus que 1000 études cliniques avec des médicaments ou des vaccins énormes développés sur un arc temporel de 3 mois, mais pas assez d'études sur des interventions non pharmacologiques. C'était à ce moment-là aussi très important de comprendre un peu les masques, la distance physique, etc. Et sur ça, quand même, il y avait un manque de recherche. Le même groupe rajoute toute cette façon fragmentée d'organiser la recherche peut provoquer des réplications, des multiplications, des gens différents qui font la même étude dans des endroits différents, un gaspillage donc des ressources et un manque de coordination. Il serait vraiment mieux de se rejoindre toutes des grandes études multicentriques qui ont plus de solidité scientifique. Et après, il y a un autre point tout à fait différent qu'il remarque, et c'est la multiplication des préprints. Alors, pour ceux qui ne font pas partie d'un milieu scientifique médical, publier un article dans le domaine médical avec les résultats de sa propre recherche, ce n'est pas du tout évident. Il faut soumettre l'article à un journal qui va l'envoyer à des réviseurs externes qui vont te faire plein de commentaires, clarifications, et finalement, ton article sera refusé ou accepté.
Je ne suis pas en train de dire que c'est un système parfait. C'est toujours possible qu'il y a des recherches qui n'étaient pas bonnes, qui finissent par être publiées. Hein, le système n'est pas parfait. Mais quand même, ça permet d'éliminer beaucoup des recherches qui n'étaient pas bonnes. Donc, ça, c'est un système qui permet de dire non à la publication de certaines études pour lesquelles il n'y avait pas une méthodologie costaude et dont les résultats ne sont pas fiables. Et il existait déjà un système qui s'appelle preprints. Il y avait des sites où les chercheurs pouvaient poster sur une plateforme web leurs articles pas encore publiés. Pas du tout évident. Hein? J'envoie mon article à un journal, au British Medical Journal, qu'on a mentionné avant, pour le faire publier. Entre-temps, je commence à partager avec mes collègues spécialistes sur une plateforme dédiée. Mais si l'article n'est pas publié, il ne va pas rentrer dans le domaine public. Avec le Covid, il y a eu une multiplication de ces préprints. Dans les premiers 3 mois de 2020, le nombre de préprints publiés dans le domaine médical était déjà augmenté de 400%. Et ce qui est un peu plus grave, c'était aussi des non-spécialistes qui ont commencé à le regarder, des journalistes non spécialisés, des blogueurs, des politiciens. Et donc là, ça entraînait une confusion pas possible par des gens non spécialistes qui disaient « J'ai trouvé cet article. C'est donc comme ça. La hydroxychloroquine, elle est donc efficace dans le Covid. Attention, ce n'est pas encore un article approuvé, c'est juste un brouillon. » Mais très difficile de contrôler l'information une fois qu'elle est dans le domaine public. Et donc, je vais continuer ma présentation, que ne vous inquiétez pas, c'est seulement une dizaine de diapositives. Je vais continuer la présentation en essayant d'examiner d'une façon séparée 2 axes. La coordination de la recherche, qui semble un problème, et la façon de communiquer les résultats de la recherche dans le monde Covid. Je commence par la coordination de l'agenda de la recherche. Et ici, on a un article publié récemment sur un journal d'éthique médicale qui a un titre assez interpellant. En français, ça veut dire la carnéficine de la recherche de mauvaise qualité pendant la pandémie. Le carnage. Carnage, ah pardon, oui. J'ai cherché quelque chose de trop compliqué. Le carnage, c'est quand même un mot très fort. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ces gens-là, ils ont examiné ce qui était déjà en cours. C'est 1200 études entre-temps déjà en cours à la fin du mai 2020. Et donc, énormément de recherches qui demandent à beaucoup de patients de participer à une étude clinique, qui est quelque chose qui a des inconvénients aussi, souvent des mineurs, souvent des personnes âgées. Et c'est un peu difficile, je ne sais pas si vous pouvez voir dans le tableau 4, ce qu'on dit, c'est pratiquement à cette époque-là, il y avait déjà plus de 30 articles qui avaient dû être retirés après publication pour des problèmes différents. Malgré le fait qu'ils avaient été publiés, il y avait des faiblesses importantes au niveau de la méthodologie, au niveau de l'accès aux données, au niveau de l'éthique. Il y avait même un cas dans lequel les données étaient carrément fabriquées, c'était faux. Donc, ça cause un problème et on comprend que, évidemment, nous sommes tous d'accord, le fait qu'il y a une pandémie, ça ne justifie pas de prendre des raccourcis méthodologiques ou éthiques. On ne va pas dire, on n'a pas une taille d'échantillon suffisante pour avoir des résultats significatifs, mais on va quand même faire l'étude parce qu'on a besoin de données pour le Covid. Non, ce n'est pas comme ça. Mais les équipes de recherche sont extrêmement sous pression, parfois parce que les bailleurs veulent des résultats le plus tôt possible, parfois parce que les politiciens dans leur pays veulent des résultats le plus tôt possible, parfois parce que le public veut les résultats le plus tôt possible et eux-mêmes, ils veulent aider à avancer. Donc, il y a une pression psychologique et parfois
aussi financière ou politique, sur les chercheurs pour délivrer des résultats le plus rapidement possible. Et c'est là, ça entraîne des risques, des mauvaises pratiques, parfois intentionnelles et parfois même intentionnelles. Et il y a eu en effet des cas de fraude. C'est toutes des choses qui existaient aussi avant, mais dans le Covid, à cause de cette course à la publication et de cette course aux résultats, c'est encore plus évident. Et il y a un chercheur, quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup dans les domaines des maladies négligées, François Bompard, qui a aussi manifesté sa préoccupation pour l'absence de coordination. Et de nouveau, il a fait une analyse assez intéressante de ce qui était en cours plus ou moins juin de l'année passée. Il disait, cette absence de coordination entre les différents groupes qui s'engagent sur la recherche clinique, en particulier sur le Covid, ça veut dire que certains patients peuvent être recrutés dans des études futiles qui n'étaient pas nécessaires parce que quelqu'un avait déjà investigué ces produits-là. Encore plus triste, on peut avoir des différents groupes de recherche qui entrent en compétition pour s'accaparer des patients à participer dans leur étude pour tester leurs produits expérimentaux. Ça donne une surcharge sur le comité d'éthique, aussi sur les sites cliniques, et les résultats de certaines petites études peuvent être conflictuels et pas du tout utiles. Cela, ce n'est pas non plus facilité, Françoise est très claire dans cette analyse, par l'implication de la politique dans la recherche. On sait tous très bien qu'il y a eu certains présidents aussi aux États-Unis qui ont pris position en faveur d'un médicament. Donald Trump avait dit la chloroquine marche avant qu'il y avait des études qui démontraient ça, et finalement la chloroquine ne marchait pas. Donc là, c'était encore une pression pas possible. À côté de la pression politique, la pression commerciale. Et ici, on a un groupe d'autres chercheurs qui ont publié dans le Journal of American Medical Association, un autre des 4 plus importants journaux médicaux au monde. Et ils ont manifesté leur préoccupation pour le fait que certains intérêts commerciaux peuvent avoir un impact sur la recherche et même sur la publication de la recherche. Dans cet article, il remarque qu'il y a eu une étude financée par le gouvernement anglais qui a analysé l'efficacité de certains tests anticorpales pour le Covid, tous des tests déjà sur le marché. Et ils ont trouvé que 9 de ces tests ne marchaient pas d'une façon adéquate, mais ils n'ont pas publié les noms de ces tests, en nom de la confidentialité commerciale. Alors, je comprends très bien que c'est dans l'intérêt des fabricants de ces tests que les gens ne savent pas que leur test ne marche pas. Mais c'est quand même dans l'intérêt de la santé publique de savoir que ces tests ne marchent pas. Donc, vous voyez que ça peut être quelque chose de très, très concret. Et donc, ce groupe dit que les intérêts commerciaux ne devraient pas contrôler l'agenda des recherches, ça doit être les agences de santé publique qui déterminent les priorités de la recherche, et tout ce qui a été investigué doit être publié. On ne peut pas garder des résultats secrets. Par exemple, si j'ai une entreprise pharmaceutique peut décider de ne pas publier les résultats des études ou qui sont défavorables à leurs médicaments. C'est passé beaucoup de fois aussi dans le passé. Donc voilà, ici, il y a eu même une pétition signée par beaucoup de scientifiques pour appeler à une indépendance de la recherche par rapport aux intérêts commerciaux. Et il y a un dernier point qui me permet de passer à la prochaine partie. Ce groupe-là a aussi remarqué que de plus en plus, les résultats de la recherche sont communiqués par des communiqués de presse. Donc, au début, je déplorais le fait que les préprints sont distribués trop rapidement et
tous les non-spécialistes ne vont pas comprendre que là, c'est des études qui ont été faites, mais dont la validité n'a pas encore été vérifiée. Mais un communiqué de presse, c'est encore quelque chose d'autre. Et encore seulement il y a 3 jours, il y a un groupe d'études qui a fait un communiqué de presse en annonçant que leur étude sur la colchicine a donné de très bons résultats. La colchicine, c'est un vieux médicament utilisé surtout pour le traitement de la goutte. Et c'est très peu cher. Donc, évidemment, tout le monde serait content si un vieux médicament un peu cher était efficace pour le Covid. Mais le fait d'annoncer ça avec un communiqué de presse sans accompagner cette communiqué de presse par le partage des données, ça crée énormément des attentes, même des illusions. Et on ne sait pas encore finalement si ces données sont de qualité ou pas. Donc, un contexte très compliqué. Et on a d'un côté un manque de coordination de l'agenda de la recherche et on a des problèmes énormes sur la communication des données. On a déjà mentionné les problèmes de preprints, des brouillons des articles qui doivent être encore appréciés par la communauté scientifique et qui du coup sont renvoyés à tout le monde par Facebook, par le monde, par image, et donc créer des confusions même à niveau des politiciens et des policymakers. Il y a aussi eu des publications trop rapides par des journaux très sérieux. Beaucoup d'entre vous seront au courant de l'accident du Lancet, qui est peut-être la plus grande ou la deuxième plus grande revue médicale au monde, qui a publié un article, une recherche sur l'efficacité de la chloroquine et a dû les retirer à cause des problèmes très graves sur des méthodologies. Ce n'était pas une fraude, mais personne n'a eu accès aux données qui étaient utilisées pour cette étude, et c'était des données qui étaient manipulées et interprétées d'une façon pas indépendante. Donc, Lancet a assez rapidement retiré cette étude, mais ici on a un gros problème. Une fois qu'un article est apparu, surtout dans l'époque actuelle, où une publication dans le Lancet elle est partie directement par Twitter, YouTube, blablabla, même si le journal dit non, c'est retiré, on s'est trompé, désolé, c'était un travail de recherche qui n'était pas fiable, on le retire. Mais ça reste quand même dans la mémoire collective. Le dégât est déjà fait. Vous serez plusieurs d'entre vous au courant du fait que les anti-vax, les gens qui ne veulent pas utiliser les vaccins, citent souvent un lien entre la vaccination et l'autisme. Eh bien, c'était juste un article publié il y a plus de 20 ans par Andrew Wakefield in The Lancet. Après, c'était retiré parce que c'était des données frauduleuses. Mais ça n'empêche que pour le grand public généraliste, c'est un message qui est resté dans l'imaginaire collectif. Et on trouve encore aujourd'hui des gens qui te disent les vaccins causent l'autisme. Ça fait depuis 25 ans qu'on sait que c'est une fraude. Non, le dégât est déjà fait. Donc c'est vraiment une nécessité de plus en plus croissante de trouver un équilibre entre les besoins de faire avancer la science le plus rapidement possible et la rigueur d'une revue indépendante par des experts avant de diffuser les données à tout le monde. Et donc, il faut faire particulièrement attention à que les publications pendant la pandémie soient éthiques, malgré le fait qu'on voudrait les lire le plus rapidement possible. Donc, il faut qu'il y ait une revue externe, indépendante, pour évaluer la qualité scientifique, la valeur sociale, les publications doivent être quand même prioritaires, celles qui donnent une information utile au système de santé pour faire face à la pandémie.
quelque chose qui évalue les impacts psychologiques, les impacts sociologiques des lockdowns, etc., c'est autant important que des études cliniques. Et après, la protection des participants et des communautés, la transparence, la comptabilité. Tout le monde qui publie quelque chose doit être capable de partager les données sources et de justifier la solidité de ces analyses vis-à-vis du grand public, des autorités de réglementation, des autorités de santé publique, etc. Un tout dernier point, la dernière diapo. Les chercheurs devraient étudier un peu les mécanismes de communication. Un chercheur qui fait un communiqué de presse sur ses résultats doit se rendre à ce moment-là, cette information, elle est dans les domaines publics et elle n'est plus sous son contrôle. Donc, il faut vraiment, quand on parle avec un journaliste, quand on fait un communiqué de presse, quand on donne une interview, réfléchir, est-ce que j'utilise un langage qui ne va pas créer des fausses attentes ou qui ne va pas créer des malentendus. Une fois que cela est fait, une fois que le message est donné, c'est hors de vos contrôles. Et là, il y a eu des gens qui ont fait une analyse de ce qui circule sur YouTube et ils ont confirmé ce qu'on pouvait déjà soupçonner, que YouTube a été une source importante d'informations non correctes pendant des urgences de santé publique et d'épidémie, déjà à l'époque Ebola, Zika, etc. Et encore plus dans le Covid. C'est un article de fin 2020. Il disait que plus que les 25% des vidéos sur YouTube sur le Covid-19 étaient trompeuses, mais elles ont déjà été quand même vues par 62 millions de personnes qui après, ils en ont parlé avec des amis ou quoi. Donc vraiment, les agences de santé publique devaient peut-être s'organiser pour être un peu plus présentes et actives sur les nouveaux médias et les chercheurs devraient faire très attention à ce qu'ils font, à comment ils communiquent. Et voilà, donc j'espère que je vous ai donné assez des raisons, des soucis, ou peut-être des réflexions, et j'espère qu'on a encore assez de temps pour discuter de tout ça. Oui, tout à fait. On a encore 30 minutes devant nous. Et oui, tu nous as inspirés. Et justement, je reviens à la petite fiche qu'on a préparée ensemble pour la préparation de ce webinaire. Et donc, ça colle parfaitement à ce qu'on avait convenu de faire. Mais par rapport à ta présentation, j'ai relevé 3 points très importants que j'aimerais bien que tu développes ou qu'on développe ensemble avec les participants. Tu as parlé d'indépendance des chercheurs, indépendance aussi des revues. Alors, les revues scientifiques, justement, comment elles sont financées? Parce que je peux imaginer, par exemple, par rapport à la production du vaccin, pour qu'un vaccin soit crédible, il faut qu'il y ait déjà la publication des résultats, publication des essais cliniques. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu géostratégique là-dedans? Est-ce que toutes les revues donc publient des données indépendamment des laboratoires de recherche? Est-ce qu'il n'y a pas une pression de la part des financeurs de publier certains groupes à la place des autres? Moi, je te parle en tant que pharmacienne aussi, parce que tu sais qu'il y a un enjeu majeur en termes de produits pharmaceutiques, et surtout dans ces jours-ci. Alors, indépendance des revues ou des éditoriaux ou des reviewers, comment on peut la mesurer? Est-ce qu'elle est fiable? Et puis, j'imagine l'indépendance des chercheurs, c'est à travers la formation et c'est un peu le rôle des académies pour préparer les chercheurs à répondre aux principes éthiques et aux bonnes pratiques de la recherche et au respect de l'intégrité scientifique. Et à ce moment-là, tu me diras aussi à l'Institut de médecine tropicale qui fait quand même des recherches au niveau des pays en développement, à quel niveau vous commencez à former vos chercheurs qui vadrouillent un peu partout dans le monde dans l'intégrité de la recherche et sous quel format? Ça nous intéresse. Donc voilà, c'est déjà pas mal de questions et puis j'attendrai que les collègues ou écrivent
leurs questions ou lèvent la main, comme ça on coordonne correctement ces 30 minutes. Merci. Merci. S'il y a des autres questions, on peut les prendre ou des commentaires. Sinon, je vais voir. Sinon, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Oui. Indépendance de la revue. Allez, disons que la majorité des revues médicales, à ma connaissance, elles sont access ouvert, open access ou pas. Donc, la majorité font partie quand même des groupes éditoriaux importants, qu'elles sévirent pour le Lancet. Et dans le cas de l'open access, il faut payer pour la publication. Et c'est quelque chose que je trouve toujours très double tranchant. Oui. Open Access permet à tout le monde de lire. Hein? Donc, tout le BMJ Global Health, tout le groupe BMC, tout le groupe PLOS, tout le monde peut les lire dans n'importe quel pays et même un étudiant peut avoir accès à toute cette information. C'est génial. Par contre, pas tout le monde peut publier. Si tu n'es pas affilié à une organisation qui peut payer, parfois c'est quelques milliers, ça peut être entre les 500 et les 4000 euros. Oui, tu ne pourras pas publier. Donc, je pense que c'est là, ça donne quand même une certaine garantie pour l'indépendance de la revue. Après, il est toujours possible que quelques reviewers soient malhonnêtes. Moi, comme reviewer, je pourrais même dire, cette revue-là, je vais la retarder parce que c'est un groupe compétiteur et moi, je vais publier les premiers. Donc, il y a toujours une possibilité de tricher comme dans tous les systèmes. Je pense que les grands journaux, ils font de leur mieux pour éviter ça, mais comme on a vu récemment, ça peut échapper. Après, il y a les problèmes de predatory journal. Je ne sais pas si on peut traduire avec journaux prédateurs. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a toute une grande quantité de petits journaux qui se font payer pour la publication, mais qui publient rapidement, qui publient très rapidement. Et donc là, c'est vraiment... Moi, chaque fois que je reçois une question, est-ce que tu voudrais publier chez nous? Je ne connais pas ces gens-là, j'écris tout de suite à mon bibliothécaire. Donc, je ne sais pas si monsieur le bibliothécaire est encore là, mais pour moi, les dernières années, le bibliothécaire de l'Institut est devenu une personne de référence parce que j'ai souvent besoin de son aide pour dire, mais que là, c'est quelque chose de bien, quelque chose de mal, c'est quelque chose que je recommande de faire toujours. Vous avez un doute, bibliothécaire. Et après, il y a l'autre problème, l'indépendance des chercheurs. C'est vrai que c'est indispensable. On essaye de plus en plus dans la formation des étudiants de doctorat, même des étudiants de master, de mettre un module de formation sur l'éthique de la recherche, sur l'intégrité. Je pense que nous ne faisons pas encore assez sur l'indépendance de l'information. Et là, c'est un problème qui est surtout des pays non anglophones. Les anglophones, tout le monde peut lire directement le Lancet. Au Maroc, en Italie, pour parler de mon pays, il y a plein de médecins ou d'autres qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais et donc qui lisent toujours des traductions qui ont été offertes par l'industrie pharmaceutique. Alors, la traduction sera correcte, mais la sélection des articles traduits ne sera pas objective. Et donc, je pense qu'en matière de formation, on ne fait pas encore assez pour prévenir les futurs médecins et autres sur ce conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, sur la nécessité de se documenter de façon indépendante. Voilà. Oui. Alors, j'ai une main levée, c'est justement notre bibliothécaire qui voudra intervenir. Donc, professeur Zahidi, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur Iman. Merci aussi, professeur Raffaeli. Pour cette excellente présentation. J'ai deux petites questions. Ce n'est pas des questions, c'est des commentaires que je demande des éclaircissements. Vous avez intitulé votre présentation « L'intégrité scientifique » et non pas l'éthique scientifique. Alors, est-ce que c'est l'intégrité qui englobe l'éthique ou c'est l'inverse, l'éthique qui englobe l'intégrité scientifique?
Ok. Et le deuxième point, vous avez parlé des preprints. À ce sujet-là, est-ce que le fait de publier son article en preprint ne fait pas une pression sur les éditeurs des revues scientifiques pour accepter l'article? C'est-à-dire en consultant, donc, une fois publié sur le preprint, il est très consulté. Est-ce que ça ne fait pas partie d'une pression pour faire accepter l'article pour la publication finale? Et merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, professeur. C'est deux excellents points. Pour les premières, mon opinion, ce serait plutôt que l'éthique de la recherche englobe l'intégrité. Parce que je réfléchis plutôt à un terme historique, c'est plutôt l'éthique de la recherche qui s'est développée au début avec un objectif primaire de protéger les participants à la recherche par des abus potentiels. Donc, on a eu le code de Nuremberg en 1947 comme réaction aux expériments dans l'arrière naziste. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Shoah, donc c'est aussi le bon moment pour le rappeler. Et après, la déclaration d'Helsinki. Donc, il y a eu tout des policiers d'éthique de la recherche qui se sont développés d'abord pour protéger les participants, la chose plus urgente, et après les communautés, après comment on commençait à se dire, oui, mais attends, si la méthodologie n'est pas scientifiquement bon, c'est pas éthique non plus de la faire. Donc, c'est un peu élargi. Et finalement, on commençait à se dire, et alors, c'est quoi le rôle des chercheurs? Donc, je dirais que l'intégrité s'est développée à partir de cet élargissement de l'éthique, mais c'est devenu, les possibilités de violation de l'intégrité sont désormais tellement nombreuses que c'est devenu une discipline en soi-même. Sur le deuxième point, je n'avais pas réfléchi à ça, mais vous avez tout à fait raison. Parce que auparavant, avant le Covid, le fait de mettre ton article dans un préprint, je ne pense pas que ça préfigurait une quelque pression, parce que c'était vraiment des plateformes où seulement vraiment les techniciens, les super experts allaient lire. Donc, c'était quelque chose d'assez inconnu finalement. Et avec le Covid, vous vous rappelez l'article du professeur Raoul sur hydroxychloroquine et azithromycine, je pense que c'était une fois que le préprint est publié, c'est repris directement par la grande presse généraliste et tout le monde sait que cet article a été soumis à ces jours-là. Et je pense qu'au début, il y a eu quelques journaux qui ont probablement un peu trop accéléré parce qu'il y a eu cette pression psychologique, mais oui, finalement, les éditeurs sont des êtres humains. Donc, je pense que vous avez une excellente remarque là. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas mettre mes articles sur des sites de préprint. Mais bon, je vois qu'il y a plein de collègues qui le font et ils ont le droit de le faire. Ouais. Oui, alors justement, là, on a parlé des sites, des préprints, on a parlé des journaux. Alors, j'aimerais bien qu'on m'attarde sur les reviewers, hein, parce que tu as bien dit que c'est des êtres humains aussi. Alors, comment on peut mesurer ou évaluer ou être sûr qu'ils sont impartiaux, qu'ils sont vraiment experts dans leur domaine? Parce que franchement, des fois, on est étonné, on soumet un papier et puis on est étonné par la médiocrité, je dirais, de certains reviewers qui ne connaissent pas du tout le sujet et qui s'attardent sur des aspects qui ne sont pas importants pour un papier. Alors, comment on peut évaluer ça? Parce que c'est aussi très dangereux, parce qu'ils peuvent laisser passer des articles médiocres, comme ils peuvent bloquer un article qui pourrait être intéressant. Oui, là, vous avez tout à fait raison. Je pense que surtout dans les journaux, les grands journaux, le New England Journal, The Lancet, BMJ, je pense qu'ils ont normalement, parce qu'ils ont aussi eu des accidents, on vient de le dire, la possibilité d'avoir les meilleurs reviewers avec une compétence dans ces domaines-là. Parce que finalement, être reviewer du Lancet, c'est quelque chose que tu peux mettre sur son CV quand même. C'est tout un truc. Les journaux, un peu d'un niveau un peu plus moyen, ils peuvent avoir du mal. Et j'ai remarqué aussi, parfois, ils peuvent
choisir des reviewers qui n'avaient pas vraiment les compétences pour ça. Ça serait aussi la responsabilité des reviewers de dire non, cela c'est pas pour moi. Et du journal, de l'éditeur, de dire ok, la prochaine fois je vais plus faire appel à cette personne-là parce qu'elle a. Mais avec cette course à la publication, il y a particulièrement dans les domaines Covid un manque de reviewers. Allez, je pense, moi, je dois dire non à plein de reviews parce qu'il y en a trop. Oui. Donc, ça crée un peu un problème dans ce sens-là. Donc, il faudrait contrôler les problèmes avec un mélange de professionnalité des éditeurs qui essayent de vérifier la compétence des reviewers et non plus accepter quelqu'un qui a envoyé 3 lignes de commentaires et l'éthique des reviewers qui devrait reconnaître quand ils ne sont pas bons. Juste une chose, et je suis curieuse aussi de ton opinion et celle des professeurs, peut-être dans une autre phase. Il y a des journaux scientifiques qui maintenant ont décidé pour une meilleure transparence de faire la review open access. Dans l'ancien modèle, moi, Iman envoie un article en journal, le journal me demande de faire des commentaires. Moi, j'écris c'est pas vraiment bien fait, j'ai des commentaires majeurs, elle doit tout écrire. Elle reçoit les commentaires, les journaux connaissent mon identité, mais elle ne le connaît pas. Oui. Dans ce nouveau système de quelques journaux, elle va savoir que c'est moi qui ai fait ce commentaire-là. Alors, d'un côté, c'est très bien, c'est la transparence. De l'autre côté, c'est un peu imaginer que tout le monde soit parfaitement capable d'encasser une mauvaise revue. Donc, moi, une fois, quand j'étais plus jeune, je dois reconnaître que je refusais une revue comme ça parce qu'on me demandait de faire la revue avec mon nom, de quelqu'un de très important dans mon domaine, de très important, beaucoup plus important. Tu es mal à l'aise à faire des... Donc là, c'est un point d'interrogation ouvert. Est-ce que cette méthode d'extrême transparence, finalement, ça ne peut pas avoir des effets secondaires? Tout à fait, tu as parfaitement raison. Écoute, il y a beaucoup de questions sur les revues prédatrices. Alors justement, il y a des questions par rapport à comment on peut les identifier, hein, comment on peut savoir. Je sais, allez, je n'ai pas maintenant la référence ici. Il y avait une liste d'un bibliothécaire américain, M. Bell, il me semble, qui avait compilé une liste des journaux prédateurs. Je pense qu'à niveau des bibliothèques, on a toujours des informations plus à jour. Après, il y a des choses, il y a même des articles qui t'expliquent comment les reconnaître. Bon, s'il y a quelqu'un qui t'écrit un message avec 3000 points d'exclamation, Your Excellence Researcher, we are shocked by your big quality and we really... OK, c'est là, on les laisse tomber. Mais il y en a des autres où on peut se poser la question. Et c'est vraiment important de vérifier avec un bibliothécaire parce qu'il y a aussi des journaux qui sont nouveaux, qui sont des excellents groupes, mais ils ne sont pas encore connus. Le fait qu'ils ne soient pas encore connus, ça ne veut pas dire qu'ils sont prédateurs. Ça peut dire qu'ils commencent juste. Oui, tout à fait. Alors, je vais donner la parole à professeur Zahedi pour après te poser la question ou tu vas réfléchir entre-temps à la question. Comment on doit s'organiser au niveau de nos institutions? Parce que chez nous, on a des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie, on a aussi des chercheurs juniors, des chercheurs seniors, on représente aussi l'université au niveau international. Donc, comment il faut qu'on s'organise au niveau microscopique, méso et macroscopique pour limiter les fraudes scientifiques dans notre université? Voilà, un petit brainstorming de structure. Professeur Zahedi, je vous donne la parole. Alors, si vous permettez, donc, je vais apporter un peu des éclaircissements sur les journaux prédateurs. Alors, pour nous, c'est facile à limiter, à cerner, parce qu'au niveau de notre université, on a adopté 2 bases de données, comme 2 bases de données de référence, c'est Scopus et Web of Science. Donc, un chercheur, un doctorant de notre université qui veut publier un article, il n'a qu'à vérifier si cette revue existe dans Scopus ou Web of Science. Donc, donc, si la revue n'existe pas, il vaut mieux l'éviter. Et déjà, ces 2 bases de données sont très larges. OK. Ben, très bien, merci. Je vous remercie pour votre éclaircissement. Donc, ça sera utile pour nos étudiants et nos chercheurs. Raphaëla, tu as déjà la réponse?
Bon, je ne suis pas sûre. En tout cas, merci aussi au professeur pour la clarification, parce que c'est en effet quelque chose d'extrêmement important, parce que la publication dans les mauvais journaux, après, ça peut mettre à risque la validité d'une thèse de doctorat. Il y a eu quelques cas où finalement, dans le travail de doctorat final, il y a des publications qui ont été refusées par la commission. Oui, tout à À fait. niveau des institutions, bah, évidemment, la première chose qui est toujours citée, c'est de mettre des règles par écrit et de faire la formation. Donc, il y a des institutions qui réécrivent leurs propres guidelines pour la recherche, pour l'intégrité de la recherche. Ça peut être suffisant de dire, nous, on accepte ce qu'il y a dans Aléa, par exemple, sans devoir réinventer la roue. Mais donc, que tout le monde soit conscient, que tous les gens qui font de la recherche dans l'institution soient conscients que là, c'est une guideline à laquelle on adhère au niveau institutionnel. Mais, et après, les cours de formation, s'assurer que dans les cours de maîtrise ou de doctorat, il y a un module qui concerne l'intégrité de la recherche, qui est aussi dans l'intérêt des gens, hein, parce que là, on parle de protéger la communauté par la publication de mauvaises recherches, mais c'est aussi important que les étudiants soient conscients, par exemple, qu'il ne faut pas faire du plagiarisme. Parfois, ils peuvent faire du plagiarisme sans s'en rendre compte, juste parce qu'ils ont mentionné les résultats de quelqu'un d'autre sans mettre la référence. Donc, c'est très important. Ce qui manque souvent, chez nous, par exemple, dans cette course d'intégrité, c'est une partie sur l'indépendance des sources. Que quand on essaye d'évaluer la recherche des autres, il faudrait toujours évaluer l'indépendance des sources et regarder qu'est-ce que c'était écrit dans le conflit d'intérêts de l'article. Hein. Souvent, on lit l'article, à la fin, il y a plein de petites choses, contribution des auteurs, remerciements, mais il y a un truc très important, conflit d'intérêts. Alors, regardez s'il y a quelqu'un qui a dit « je suis quand même consultante ou employée de cette boîte », c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre évaluation. À niveau institutionnel, il y a quand même quelque chose que c'est très difficile, parce que c'est très joli de dire on adhère à cette politique et on fait les cours et on dit aux gens tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais après, si on dit vous serez évalué sur base du nombre de publications, bah oui, alors à ce moment-là, d'un côté, on dit il faut être intègre et de l'autre côté, on pousse à accélérer sur la publication. On pousse même à des comportements tout à fait irrationnels. Je fais une étude avec deux objectifs. Je vais les publier d'abord, le premier objectif, et d'après le deuxième. Comme ça, j'aurai deux publications, même si c'était beaucoup plus logique de les voir ensemble. Donc, les problèmes des institutions, c'est que c'est bien de faire des jolies règles et des jolis trainings, mais si on continue à évaluer les gens sur base tout simplement du nombre de publications, on crée les conditions pour courir un peu trop. C'est excellent parce que ça me fait une bonne transition avec le troisième point que j'ai noté par rapport à ta conférence. C'est que, par exemple, pour la Covid, l'agence de santé publique ou les agences de santé publique n'avaient pas déjà établi des priorités de recherche. Donc, si on établit des priorités de recherche par région, par pays, j'imagine par institution selon les axes de développement qu'elle voudra faire, ce sera peut-être plus facile de publier parce qu'on aura des recherches qui sont pertinentes. Est-ce que, alors ça c'est une hypothèse, est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu connais des institutions qui ont ce modèle-là de prioriser leur recherche et puis de foncer et avoir des publications et se développer? Et comment ça se passe?
Là, tu touches quelque chose de très délicat parce que oui, j'aimerais bien avoir un monde où, par exemple, et peut-être ça arrive aussi en partie, où le CDC africaine ou le CDC européenne ou l'Institut Pasteur, allez, tous ceux qui ont un rôle à jouer là, ils compilent une liste des priorités de la recherche. Le problème, après, c'est que les décisions sont prises concrètement par les bailleurs. Et Oui. c'est un peu le problème historique dans le domaine, par exemple, des maladies tropicales négligées. Mhm. Il y a eu un manque de recherche parce que bien qu'indiqué comme de priorité par l'OMS, mais les bailleurs, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, ne voyaient pas ça comme une priorité parce que ce n'était pas rentable. Donc, après, il y a eu des mécanismes. Donc, des autres bailleurs sont intervenus. Donc, c'est indispensable, je pense, que tous les instituts de santé publique à niveau national, à niveau régional, compilent des priorités et, si possible, à niveau régional. Et probablement, on verra aussi des priorités qui ne sont pas des recherches pharmaceutiques. Mais après, est-ce que les bailleurs vont jouer le jeu? Les vaccins ont été développés, les 3 vaccins qui sont déjà enregistrés ou presque enregistrés ont été développés parce que c'était une priorité de santé publique de développer des vaccins pour le Covid, mais aussi parce qu'il y avait une contribution énorme pour le financement par le secteur public. Tout à fait. C'était les États-Unis, l'Allemagne, le gouvernement, Bill Gates, même la chanteuse Dolly Parton a mis un Oui, million oui, un million. Donc, oui, oui, oui. il faudrait après avoir à niveau global, et ce n'est pas nous qu'on peut avoir un aspect, mais à niveau global, il faudrait tout un nouveau système de gestion de la recherche où les priorités sont dictées par les secteurs publics et pas par l'industrie pharmaceutique privée comme il est arrivé d'une façon exclusive jusqu'à il y a 10 ans. Tout à fait, tout à fait. C'est Ouais. exactement ça, hein, c'est exactement ça. Donc voilà, alors si maintenant on doit résumer, c'est que l'intégrité scientifique, elle incombe aux institutions par rapport à Mhm. la formation, implémenter des règles, et aussi aux chercheurs au niveau microscopique, un chercheur bien formé. Et alors, mais cela dit, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, qui connais très bien le code de bonne conduite de la recherche de 2017 dans sa formation, est-ce que tu vois son implémentation facile, le suivi des guidelines facile, son importation facile dans certaines institutions ou en dehors de l'Europe? Qu'est-ce que tu en penses? Oh. Je pense que comme toutes les guidelines, on a parfois un peu un conflit, une différence entre les principes et les procédures. Donc, je pense que si on considère les principes, oui. Après, sur les procédures, je pense que chaque institution doit peut-être essayer de voir comment on peut le faire dans la meilleure façon chez nous. Et je Oui, pense, par exemple, pour une institution qui travaille beaucoup qui a beaucoup de cours de maîtrise, c'est très important de se focaliser à ce niveau-là, parce que normalement, on donne une bonne formation à tous les étudiants de doctorat. Et la maîtrise, bon, la recherche, c'est souvent tout un petit truc, c'est seulement une thèse. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à comprendre l'importance de tout ça. Et donc, même avant de former les étudiants de maîtrise, il faudrait former leur coach, leur oui, superviseur, et s'assurer qu'il n'y a pas des superviseurs qui disent des choses qui arrivent. oui, Ah, oui. oh non, mais écoute, c'est juste une petite étude, tu n'as pas à les publier, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps avec les comités d'éthique. Jusqu'à quand il y aura des superviseurs qui passent ces messages-là, après, c'est déjà mal parti. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il faut mener de pair la formation en éthique, l'implémentation et la formation en intégrité de la recherche dès le début. Et Euh, disons que la formation, ça, avec son petit certificat, ça ne sert à rien si ce n'est pas confirmé par l'exemple de ton superviseur.
Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à C'est fait. évident. C'est évident. Donc, on a un grand rôle à jouer, nous, les superviseurs. Très bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je pense qu'on est arrivé à terme de ce webinaire. Je pense qu'on a fait un peu le tour et puis ça nous laisse du matériel pour cogiter à notre niveau à la faculté de médecine de Rabat. Écoute, je te remercie énormément, Raphaëlla. J'étais ravie de travailler avec toi et de t'avoir parmi nous cet après-midi. Merci d'avoir donné de ton temps et de ton expertise. Et puis, je remercie tous les participants d'avoir posé des questions très intéressantes qui nous touchent dans notre institution, dans notre pratique et puis aussi dans la formation des étudiants. Alors, oui. Voilà, moi, à mon tour, je te remercie. Je remercie les professeurs, je remercie tous ceux qui étaient présents pour leur patience. Et je sais il y a un excès peut-être des recherches Covid, mais aussi un excès de webinaires. Donc, votre présence est particulièrement appréciée parce que je sais que ça devient difficile de participer Tout toujours. à fait, tout à fait. Bien, écoute, je te remercie et puis je te souhaite une très bonne année 2021 et puis j'espère qu'on se reverra en présentiel et on te recevra chez nous. À la prochaine. Donc, on ferme la réunion. À bientôt et au prochain webinaire, il y aura un 9e et un 10e. Donc, restez à l'écoute et regardez notre page Opt et sinon le message que va nous envoyer notre bibliothécaire et qui partage ses activités, qui valorise cette activité avec Monsieur le doyen. À très bientôt et au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, bye bye.